Vous ne prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Ce joueur se trouvant démarqué peut shooter au but. Pars et garde ton rythme. Je m'appelle André Gardien, je suis né en 1918, c'est-à-dire il y a fort longtemps, et j'ai eu toute ma jeunesse à Paris tout d'abord pendant quelques années, puis ensuite, et jusqu'à temps que je quitte mes fonctions, à Fontenay-aux-Roses. À Fontenay-aux-Roses, petit village où il y avait une école communale, à laquelle je suis allé à l'âge de 5 ans. La maison se trouvait à au moins 10 minutes, 15 minutes à pied, et pendant toute ma scolarité, je suis allé 4 fois à l'école, aller-retour, ce qui me permettait déjà d'abord de voler les cerises en passant, puis ensuite et surtout d'avoir du mouvement. J'adorais me déplacer, courir naturellement. Et puis j'ai ensuite continué mes études au lycée Lacanal. Alors le lycée Lacanal se trouvait à environ 3/4 d'heure à pied, à Sceaux, de Fontenay-aux-Roses. Et j'avais une bourse de demi-pensionnaire, mais j'ai trouvé que j'étais beaucoup mieux à la maison, donc je faisais 4 fois le déplacement pour venir aller au lycée et revenir. Je l'ai fait à pied en courant, naturellement, ça me plaisait. Et puis en vélo aussi, en patin à roulette. Et j'avais déjà dans l'idée que je pouvais m'améliorer et je mesurais le temps, je calculais le temps que je mettais pour aller au lycée. En 6e, j'ai commencé pour la première fois à faire du sport, puisqu'à l'école communale à l'époque, comme peut-être maintenant d'ailleurs, il n'était pas question de faire du sport ni de l'exercice physique. Et je suis tombé sur un professeur d'éducation physique qui nous donnait des leçons d'éducation physique. Et quand il était fatigué, il nous donnait un ballon de football. Mais pour les examens d'éducation physique, il y avait la course à pied. Et j'avais donc 10 ans et demi à l'époque, sur une piste de 233 mètres, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux, avec un petit croisement, un petit virage dans un endroit où il y avait un gros arbre qu'il était interdit de tailler, de couper. J'ai battu tous les records, comme ça, en courant à toute allure sur mon tour de piste. Je lisais Le Miroir des sports. La rubrique était tenue par un certain Géo André, qui était un type extraordinaire, journaliste, champion de France de 400 mètres haies, recordman de France, qui est mort en 1940 dans l'aviation, abattu par les Allemands, et dont le fils, Jacques André, champion de France de 400 mètres haies, commandait l'escadrille Normandie-Niemen. Je dévorais Le Miroir des sports plus facilement que les bouquins de latin, d'ailleurs, je dois le reconnaître. Et de fil en aiguille, ayant fait quelques essais satisfaisants scolaires, j'ai signé au PUC en 35, fin 35, pour voir Boisset. Alors pour prendre ma photo d'identité, ils m'ont mis à côté de Boisset. C'était une sorte de racolage camouflé. Mais viens à côté de Boisset, on va prendre une photographie. Puis ils ont découpé ma photo pour la mettre sur la licence. Je me suis trouvé donc licencié au PUC avec une bonne petite performance sur 1000 mètres, hein, puis 2 ou 3 compétitions auparavant. Et j'ai commencé mon premier déplacement en Angleterre avec le PUC. Et en 1936, j'ai commencé un entraînement
à l'époque intéressant, c'est-à-dire deux séances par semaine, en dehors des matchs de basket que je continuais à disputer. Et j'ai disputé les championnats de France junior à Colombes en juillet 1936, où j'ai été champion de France et recordman de France. À mon grand étonnement d'ailleurs, c'est avec une facilité qui m'a étonné. Bien entendu, j'ai intéressé les gens à ce moment-là et on m'a aidé un peu, la fédération s'est intéressée à moi et j'ai disputé mon premier match international à un France-Allemagne en 1937. J'avais donc 19 ans. J'ai commencé à gagner ma vie correctement, mais enfin j'ai été content que mon père m'offre ma paire de pointes car la fédération ne payait pas les pointes. J'ai donc disputé le 4x400 de ce France-Allemagne. Nous avons été largement battus d'ailleurs. Et j'ai bénéficié à la sortie de mon maillot et de ma culotte, mais j'ai quand même rendu mon survêtement, bien entendu. René Mourlon, l'entraîneur de l'ETN, mon prédécesseur, que je ne savais pas à l'époque, récupérait les survêtements pour les matchs suivants. Et je suis rentré à la maison par le métro, car à l'issue du match, il n'y avait pas de repas ni de banquet. Et là, avec quelques séances d'entraînement, je suis arrivé à faire une 58 au 800 qui, à l'époque, dans les bourbis dans lesquels on courait, évidemment, c'était une performance, je pense. Donc, je me suis lancé dans le journalisme. Et puis, je me suis inscrit à la fac de droit, où j'allais de temps en temps, parce que là, je commençais à m'entraîner sérieusement. J'avais du travail avec l'OSU, et j'ai pensé peut-être faire le professorat d'éducation physique. J'ai donc fait une première année de préparation avec un diplôme dont le nom m'échappe, qui était obligatoire à l'époque avant de se lancer dans le professorat. Et nous sommes arrivés ainsi en 1938, fin 1938, puis 1939. Alors en 1939, comme j'étais inscrit à la fac de droit et que j'étais sursitaire, on m'a convoqué dans l'armée. On m'a convoqué à l'école d'artillerie à Fontainebleau. Étant titulaire du baccalauréat de mathématiques, j'avais donc le droit de commencer le peloton des OR. Et sur ces entrefaites, on s'est aperçu que je m'intéressais au sport et on m'a fait faire les leçons d'éducation physique militaire le matin, à 7 heures. J'avais environ 5 ou 600 types dans la cour et avec un sifflet, je donnais la leçon de gymnastique à 5 ou 600 types. Très amusant. Et puis j'ai trouvé un officier du centre de rééducation physique de Rabat, centre militaire, qui m'a dit « Ça vous intéresse de venir ?» Ben oui, je suis venu avec eux. Ils m'ont pris au cadre. J'avais une préparation minimale et ils m'ont pris au cadre pour faire des stages de formation de sport et d'éducation physique. Et puis j'ai été ensuite embauché au service de la jeunesse et des sports. J'ai donc continué à travailler au cadre. Puis ils ont jugé utile de m'envoyer faire un stage de formation, de complément de la formation à Antibes, au Collège national de moniteurs et d'athlètes. J'ai fait cette formation, j'ai retrouvé Mathiote, champion de France universitaire, sortie major de l'ENSEP et prof au CNMA, qui était un camarade du PUC et de l'équipe de France, qui a fait le nécessaire pour que je sois affecté directement, à la fin de ma formation d'1 an, affecté au CNMA. Je suis tombé sous la coupe de Paul Mathiote, qui était plus qu'un ami, un frère. Et l'entraînement était délicat, parce que d'abord on était un peu sous-alimenté, il faut bien dire, et puis quand même, nous étions un peu hors du monde. Et j'ai compris déjà que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'entraînement, bien entendu. J'avais déjà des points de départ intéressants, parce que j'avais fréquenté des anciens que tout le monde a oubliés maintenant, par exemple Alfred Spitzer. Alfred Spitzer, qui était juif et qui s'était réfugié au CNM à Antibes, parce qu'on s'arrangeait pour les planquer le plus possible, c'était un financier, ignorant absolument les techniques athlétiques, mais un animateur de tellement grande qualité qu'il avait formé un grand club, le Metropolitan Club, qui a été champion de France de cross pendant des années. Il a sorti plusieurs recordmen de France, inconnus maintenant, mais qui étaient à l'époque de grands champions. Et il s'intéressait à moi et m'a donné quelques tuyaux d'entraînement qui étaient uniquement, alors vraiment d'ordre pratique, mais extrêmement importants pour moi.
Et puis à côté de lui, il y avait les anciens cadres de Joinville, Paul Ramadier, qui était un grand ami, mon premier capitaine en équipe de France, et puis Léon Vic, spécialiste de l'élancé. Léon Vic, c'était aussi un ami, c'était un spécialiste d'élancé qui pesait 55 kg et qui mesurait 1,65 m. Et il enseignait le marteau. Ce qui m'a permis, à une fête de soirée de fin de stage, de raconter un petit quatrain qui a dû lui faire plaisir parce qu'il ne m'a pas parlé pendant 15 jours. L'autre jour, sur le plateau, M. Lonvic lança le marteau. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le marteau qui resta. Ça ne lui a pas plu beaucoup. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris en main les athlètes qui se trouvaient sur le stade, tel mon petit camarade Yves Cross, qui est devenu aussi un ami. Et puis, j'ai pensé qu'il fallait quand même que j'apprenne quelque chose. Et j'ai consulté avec beaucoup d'intérêt ce qu'on avait récupéré de notes allemandes d'avant la guerre de 1939, qu'on a retrouvé en type dans les archives de la militaire, où il était question déjà de l'entraînement par intervalle, qu'on ne connaissait pas en France. Et je me suis lancé là-dessus, j'ai commencé l'entraînement par intervalle. Il se trouve que je connaissais le médecin de l'établissement qui est devenu ma femme. J'ai parlé avec elle du muscle cardiaque qui m'intéressait beaucoup. J'ai appris ce que c'était qu'un cœur capacitaire à faire avant de faire un cœur musclé, alors que d'habitude, l'erreur commune est de faire un cœur musclé et ensuite de travailler comme on pouvait, mais trop tard. Et ça m'a permis de faire des formations, je pense, intéressantes avant l'entraînement spécifique ou à la vitesse, ou au demi-fond, ou au fond. Et je crois que ça m'a permis de démarrer sur des bases relativement intéressantes. Puis enfin, j'avais quand même quelques idées. J'ai vite pensé que les changements de rythme, c'était des choses intéressantes. Un entraînement vite, lent, vite, alterner des parcours courts et longs, des parcours dans la montagne, ce que les Suédois appellent fartlek, c'est-à-dire les combinaisons d'allure. Et j'ai donc petit à petit formé mon idée personnelle sur l'entraînement. Une fois arrivé à l'INS, c'est-à-dire en mars 1943, je devrais me souvenir puisque je suis marié en juin 1943, il y a 61 ans, tiens, pendant que j'y pense. Je me suis occupé par conséquent, comme d'habitude, de l'enseignement des cadres et aussi de m'occuper de mes athlètes, y compris Yves Cross et quelques autres. Et puis on m'a proposé, à la Libération, de m'occuper d'un petit club, le Club olympique de Billancourt, qui a été débaptisé à l'époque, c'était à la mode, en Club ouvrier de Billancourt, vous voyez la nuance, mais j'avais aussi beaucoup d'argent à ma disposition. J'ai pu faire construire un stade dans la bois de Chaville, un stade de 400 mètres, parce que le comité d'entreprise m'avait dit « c'est combien un stade ?» Ben, j'ai dit 400 mètres. Ah ben nous, on va faire 600, comme ça on aura la plus grande piste de France. Ne faites surtout pas ça. Et en conséquence, on a fait une magnifique qui existe maintenant, qui s'appelle Marcel Beck, Stade Marcel Beck. Et là, sont arrivés les petits apprentis de l'école de Renault, quelques jeunes ouvriers, et nous avons démarré comme ça, 10 ou 20, et nous avons fini par au moins une centaine, avec une équipe qui s'est classée deuxième au championnat de France de cross, qui a eu 2 ou 3 internationaux. C'était extrêmement intéressant parce que tous formés au club, tous des amateurs, je le précise, et avec l'appui financier très intéressant de la régie Renault. Et puis ensuite, on m'a proposé un grand club qui était le CASG, à l'époque, le club de Jules Ladoumègue. Et là, j'ai continué dans un sens, je crois, pas spécialement la recherche de l'élite, mais la recherche d'une équipe homogène, ce qui a amené ensuite l'élite. C'est ainsi qu'au championnat de France par équipe, quelques années plus tard, nous avions 28 athlètes engagés et un seul qui n'était pas issu du club. Évidemment, à côté du Stade français et du PUC ou du Racing qui racolait à droite à gauche, c'était pour nous un sujet de satisfaction énorme. Donc je m'occupais aussi de gens qui ne couraient pas vite. Et je crois que c'est avec eux que j'ai davantage appris qu'avec des athlètes doués. Parce qu'il fallait quand même chercher à les faire marcher un peu plus vite, les faire courir un peu plus vite, lancer plus loin, sauter plus haut. Et je crois que ça permet de rechercher davantage les détails qui puissent apporter des résultats bénéfiques. Et je crois que ça m'a aidé beaucoup à progresser.
avec mon petit ami Cross, est arrivé un garçon de classe, on peut dire mondial, qui s'appelait Harifon. Harifon avait été formé par un collègue à moi à Marseille, dont j'ai oublié le nom, qui me l'a adressé à Paris. Au bout d'un an, il a fait 51,6. À l'époque, c'était le record d'Europe. Et je le voyais très bien champion olympique. Il avait deux défauts. Le premier, c'est qu'il était paresseux comme une couleuvre. Et le deuxième, c'est qu'il aimait beaucoup courir les filles et vivre la nuit. J'ai eu beaucoup de difficultés avec lui. C'était vraiment un gag quotidien sur le stade. Je lui plaçais ses haies, il les redescendait aux haies filles, je lui remontais aux haies garçons. Et je m'étais dit s'il en enlevait 3. Petit à petit, j'ai pu arriver à le prendre en main. Et il a battu le record d'Europe du 400 mètres haies. C'était juste avant les Jeux Olympiques de 1952. Et puis, il a eu des ennuis personnels importants dont je ne peux pas parler, et il a disparu de la circulation. Ça a été un de mes regrets. Mais ça a été compensé par l'arrivée d'une jeune pianiste mondialement connue, Micheline Ostermeyer, qui a été affectée à l'INS. On lui a donné une chambre pour pouvoir s'entraîner et on lui a donné un piano. Elle venait d'être premier prix du Conservatoire de Paris. Elle s'entraînait donc pour son piano et elle n'avait qu'à descendre sur le stade pour reprendre l'entraînement. Et elle était déjà championne olympique lorsque j'ai pensé la mettre sur les haies, naturellement, j'adorais ça. Et elle aussi. Pour le 80 mètres haies, la recordwoman du monde Fanny Blankers-Koen est grande favorite devant l'anglaise Dyson. Les pronostiqueurs ne se trompaient pas puisque nous voyons la hollandaise se détacher irrésistiblement et gagner nettement devant l'anglaise Dyson et Micheline Ostermeyer. La blonde Fanny a réalisé le temps de 11 secondes 1 dixième, soit à 1 dixième seulement de son record du monde. Micheline Ostermeyer n'a que le temps de faire un saut du podium jusque dans le cercle du lancement du disque, puisque c'est à elle de lancer. Voici son premier essai. Au cours de son second essai, Micheline Ostermeyer se rapproche un peu de sa rivale. Micheline Ostermeyer, qui a vu deux autres concurrentes la dépasser, est donc maintenant quatrième. Elle joue le tout pour le tout dans son dernier essai. 41,22 m, c'est son meilleur jet de la journée, mais c'est insuffisant, elle reste quatrième. Pour ne pas être en reste avec la championne olympique, la belle Nina améliore encore sa performance au dernier essai et lance à 48,03 m. Micheline Ostermeyer est nettement battue, mais elle n'en conserve pas moins le sourire, car après tout, ce n'est que du sport. Alors, outre l'entraînement sur le lancer du disque, je lui ai donc appris à passer des haies. Et je crois véritablement qu'étant donné ses qualités de lanceuse, de sauteuse, elle était faite pour être championne olympique de pentathlon. Je ne vois pas qui aurait pu la battre. Au javelot, au troisième ou quatrième séance, elle battait le record de France à l'entraînement. Sur 110 mètres, sur 80 mètres, elle a battu le record de France. Poids et disque, j'en parlais pas, elle les avait déjà battus. Il y avait donc 4 records de France à elle pour ce pentathlon. Quant aux 200 mètres, ma foi, elle le courait facilement. Et puis, j'ai eu des mots avec le directeur de l'INS, parce que je dirigeais la commission d'athlétisme, et un de nos camarades a jugé utile de prendre à son compte ce que nous avons fait ensemble. Ça ne nous a pas plu, moi non plus. J'ai protesté, ça n'a pas plu au directeur, M. Jacquet, de l'époque, et je lui ai dit, écoutez, dans ces conditions, je m'en vais. Et j'ai signé une demande de mutation pour le lycée La Canale, mon lycée d'origine, où j'aurais pu retrouver mon vieux professeur, M. Bloch, que j'avais gardé à la maison pendant l'occupation, vu son nom. J'étais bon pour partir au lycée La Canale lorsque le directeur de la jeunesse et des sports, M. Huguet, m'a téléphoné à la maison en me disant je vois cette demande de mutation, qu'est-ce que vous allez faire avec ces feignants du lycée La Canale? Textuel. Mais j'ai dit parce que j'ai des accointances et j'habite à côté. Donc alors vous allez prendre la faculté de médecine. Si ça marche, vous restez. Si ça ne marche pas, vous irez au lycée La Canale. Et j'ai repris donc en main, pris en main à la fac de médecine, où il y avait quand même 200 licenciés pour 7500 étudiants. C'est vous dire si ça fonctionnait. Et là, ça a très bien marché.
et notamment la section d'athlétisme où il y avait des athlètes de grande qualité, presque tous du PUC d'ailleurs, et avec un entraînement notamment d'équipe, parce qu'ils s'entraînaient dans leur club, nous avons réussi à former une équipe complète qui, au championnat par équipe d'athlétisme, ont battu l'ANSEP. Alors ça a été le succès de ma vie, ça. Et parmi ces jeunes, il y avait 2 ou 3 internationaux quand même. Mais c'était vraiment... C'est là que j'ai compris que mon rôle n'était pas seulement de former des athlètes de qualité, mais surtout de m'occuper d'un groupe. Et en définitive, notamment avec ces étudiants en médecine, de préparer de futurs dirigeants. Et j'étais content de voir que dans toutes les sections, y compris notamment l'athlétisme, à la sortie, à la fin de leurs études, un grand nombre d'entre eux devenaient présidents de club. Et ça, je trouve que c'était magnifique. Il m'arrivait aussi de tomber sur des gens extrêmement intelligents, comme Micheline par exemple, mais aussi des étudiants en médecine, ou même, entre autres, un professeur de faculté qui s'appelait Pierre Dejour, professeur de physiologie, très jeune prof de physiologie, qui est venu me voir un soir au stade Jean-Bouin, et me disant « J'aimerais bien faire moins de 3 minutes au kilomètre ». C'était quand même exceptionnel. Et je l'ai pris en main et j'ai constaté avec lui, comme avec d'autres, que plus il avait d'intelligence et d'acquis intellectuels, moins il posait de questions. Il venait se détendre, essayer de faire des progrès et uniquement écouter les conseils que je leur donnais. Ne discutaillons jamais, comme parfois certains autres, mais très peu d'ailleurs en général. Et donc ce professeur de jour a fait effectivement moins de 3 minutes au kilomètre. Et à la suite de ça, il s'est intéressé à la physiologie respiratoire. Il a fait un stage à Berkeley. Il a fait un des premiers stages au monde en altitude avec des athlètes de Berkeley. Et il est rentré en France avec des connaissances très avancées. Je l'ai donc adressé au ministère des Sports. Et malheureusement, c'est le responsable du service médical qui l'a convoqué pour aller voir à son bureau. Et 2 jours, m'a dit « Moi, on ne me convoque pas dans un bureau, ces gens ne m'intéressent pas ». Et c'est dommage, c'était juste avant les Jeux de Mexico. Enfin, tant pis, c'est dommage. Mais sur le stade, effectivement, je ne pensais pas qu'il était nécessaire de former des indications sur la place du centre de gravité ou du petit doigt ou de n'importe quoi. Je crois que la meilleure façon de faire comprendre les choses, c'est de dire « faites comme si ». Fais comme si. Par exemple, pour le C du disque, fais comme si, à la fin de la volte, tu accroches un porte-manteau avec la main droite. Et tout ce qui est bon comme avancement, comme avancée du corps, ça se fait automatiquement. Des choses aussi simples que ça. Et il me semble d'abord que les résultats étaient plus rapides et ça ne les embêtait pas de chercher à comprendre des choses inutiles en définitive. Et je crois que c'est ce qui faisait, l'intérêt de cette forme d'entraînement. Bien entendu, je ne me contentais pas d'aller sur le stade. D'abord, j'avais mon enseignement à l'INS, avec des cours à des stages de formation d'entraîneur de 1 an ou de 2 ans, ce qui impliquait quand même un amas de connaissances que je n'avais pas d'une façon innée. Donc je fréquentais d'une part la documentation, dont j'étais responsable entre autres, en prime, et aussi, surtout, je crois, les médecins. Les médecins avaient des connaissances physiologiques suffisamment intéressantes pour que je puisse en tirer quelque chose, bien entendu. Et d'autre part, le service cinéma de l'époque commençait à fonctionner avec la vidéo. J'avais donc jugé utile de faire un premier essai pendant mes cours sur le stade avec le contrôle vidéo. C'était délicat parce que ce n'était pas très au point, mais ça donnait des résultats extrêmement intéressants et ça intéressait beaucoup les élèves. Mais d'autre part, j'ai eu parfois la chance de tomber sur des choses intéressantes. Lorsque le colonel Crespin est rentré des Jeux de Tokyo, il avait rapporté un système télémétrique pour mesurer l'effort cardiaque dans la salle du médecin. C'était un appareil qui pesait quand même 300-400 grammes. J'ai pensé qu'on pouvait utiliser cet appareil, mais en course, pour voir quelles sont les réactions cardiovasculaires d'un élève. J'ai commencé avec un jeune athlète qui souffrait péniblement et surtout, nous avions des difficultés avec les points de contact, avec la sueur qui coulait. Et grâce au professeur de jour qui rentrait de Berkeley, il m'a fourni
les points nécessaires pour que ça reste collé et qu'il n'y ait pas de difficulté. Déjà, ça a été intéressant. J'ai pris contact par hasard avec deux ingénieurs qui sont venus au stade pour s'amuser, du Collège de France, qui disposait d'un matériel intéressant, et avec le docteur André Dumas, mon vieil ami Dumas, dont vous savez qu'il était médecin du Tour de France, entre autres. Ils ont mis au point, avec un système télévisé, un appareil pas encore trop petit, mais suffisamment léger pour qu'on puisse faire des expériences intéressantes. C'est ainsi qu'avec des athlètes de 300 sur 300 ou 400 mètres, dans le stade couvert, nous avons pu sur l'écran vérifier la progression dans l'effort cardiaque pour arriver par exemple à savoir qu'à l'arrivée à 300 mètres à fond, on arrivait à 225 pulsations minutes. Les gens ne se doutaient pas de ça parce que quand on prend les pulsations quelques secondes après l'arrivée, c'est déjà redescendu à 200 ou 195. C'était vraiment intéressant. Et ils avaient prévu aussi la possibilité d'utiliser des études sur les réactions du cerveau, par exemple, sur le rythme respiratoire. Et c'était une chose extrêmement intéressante et nous avons évidemment travaillé beaucoup là-dessus. Et sur le plan pratique, j'en ai quand même tiré des enseignements. D'abord sur les stages de formation d'entraîneurs, puis ensuite sur les athlètes eux-mêmes. Et j'en étais arrivé à prévoir ce qu'on a appelé, ça n'a pas duré très longtemps parce que le directeur de l'époque s'y est pas trop intéressé, à pas des conversations, des consultations d'entraînement. Le soir, après 5-6 heures, les gens venaient avec leur athlète, l'entraîneur venait avec son athlète, et on faisait ce contrôle. Et je les orientais sur un changement éventuel d'entraînement, notamment la charge d'entraînement qui était souvent abusive. Il arrivait des gamins de 18 ans ou 17 ans avec un rythme cardiaque à 100 au repos, des tachycardies inadmissibles. Ils étaient en train de les esquinter sur un cœur musclé, mais non capacitaire. Alors évidemment, ils avaient sous l'œil le résultat de leurs efforts, de leurs erreurs. Et ça me permettait de leur proposer des programmes d'entraînement plus équilibrés, plus sérieux, quand on pouvait les rattraper, ce qui n'était pas toujours le cas. Et ça, je crois que c'est dommage que ça n'ait pas continué par la suite. Ça aurait évité beaucoup de difficultés, beaucoup de désillusions. Car si on voit les résultats des championnats juniors en athlétisme, c'est la préparation au cimetière. La plupart de ces jeunes de grande qualité disparaissent. Des Jazzy, il y en a 1 sur 100. Parce que Jazzy a eu la chance d'avoir une préparation intelligente. Par ailleurs, il y a un élément important qui n'échappe à personne, c'est le problème de la presse. Parler, écrite et visuelle. Surtout visuelle maintenant. D'abord, quand on voit les programmes sportifs, à part un petit peu dans les chaînes 2 et 3 par exemple, on parle de ce qui rapporte le plus. Là où on gagne beaucoup d'argent, là où vraiment on parle beaucoup du monde, c'est notamment le football et quelques autres sports, et encore difficilement, comme le basket ou le volleyball, très difficilement. L'athlétisme, il n'en est plus question. Et évidemment, la jeunesse regarde et prend des modèles, comme j'ai pris moi sur Boisset. Moi, c'était l'athlétisme. Les gens de la campagne, n'importe quel gamin qui joue au football veut devenir un Zidane. Pas seulement pour être international, mais parce que Zidane gagne tant de millions par mois. Alors là, c'est une catastrophe. Et je ne retrouve aucune excuse, aucun effort, même dans le journal spécialisé, qui autrefois faisait un effort. J'ai vu, moi, au championnat de France universitaire d'athlétisme, 4 pages chaque fois qu'il y avait les championnats de France. Regardez maintenant, il n'y a plus rien. Et bien entendu, les jeunes vont ailleurs. C'est bien de faire un petit quelque chose, mais les sports dits de base, c'est terminé et je le regrette. Je me souviens qu'en 1932, aux Jeux de Los Angeles, on avait vilipendé un champion de 800 qui avait gagné le 800 d'ailleurs, parce qu'il avait bu un verre de cognac avant de prendre le départ, et ça avait été très mal perçu. Et puis petit à petit, on avait vu paraître les amphétamines qui limitaient
la douleur et qui permettait d'obtenir des résultats sur des réserves douteuses. Mais enfin, quand même, ce n'était pas tellement courant, sauf peut-être en cyclisme, où on se souvient de la mort de Simpson, complètement tué par les amphétamines. Mais enfin, ça n'était pas quand même tellement inquiétant. Mais depuis l'apparition des anabolisants, alors c'est une véritable catastrophe, et de l'EPO, je n'en parle plus. Là, vraiment, je ne sais pas où nous allons. Un athlète que j'ai connu, que j'ai eu comme élève, que j'ai formé, qui est entré en équipe de France et qui valait à l'époque 10 secondes, 3-4 dixièmes, qui était excellent d'ailleurs, m'a laissé tomber pour être pris en main par un marchand de produits. Il a fait des progrès importants, je le reconnais, mais il a doublé sa masse musculaire et on ne sait pas du tout ce qui va devenir par la suite. Il faut attendre quelques années maintenant. On parle de cancer de la prostate, ça n'est pas exclu. Cancer du foie, ça n'est pas exclu. Et puis enfin, déjà, ça coûte très cher. N'importe qui, n'importe quel débutant ne peut pas se payer le luxe d'acheter les médicaments, en plus au noir, sauf si le médecin est un mauvais médecin, et ça implique des conséquences morales inadmissibles dans ce cas-là. Moi, de mon temps, si j'ose dire, on s'entraînait, mais on n'avait jamais l'occasion de prendre des substances interdites. D'ailleurs, on ne savait pas ce que c'était. Si, j'ai beaucoup aimé, beaucoup insisté dans mes cours sur la diététique, mais la diététique honnête. C'était tout à fait différent de chercher une alimentation équilibrée par rapport à ce qui se fait maintenant. Et puis ça a amené évidemment des bons résultats, ça a amené des invitations dans les meetings, ça a amené les cadeaux, puis ensuite les chèques, puis ensuite les dessous de table, et maintenant un athlète de qualité fait fortune. Par exemple, Mlle Pérec, je pense, est à l'abri de tout besoin. Alors ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent plus. Je suis probablement vieux jeu, mais le temps courait pour le plaisir ou pour l'équipe, c'est passé. Et vraiment, on ne court même plus pour son club. Pas question, mais surtout pas pour son pays. Alors qu'un France-Allemagne, pour nous, c'était quelque chose. On aurait payé pour faire France-Allemagne. Mais maintenant, je pense qu'ils se font payer pour faire les Jeux Olympiques. Et alors là, pour moi, c'est terminé.